Bienvenue. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va commencer. Bien, donc pas de quiz de bienvenue aujourd'hui, on va partir directement sur l'amphi, donc il va porter sur l'atome d'hydrogène. Donc on va pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans les amphis précédents, et en particulier ce qu'on a vu la semaine dernière sur les harmoniques sphériques. Comme je vous l'avais dit, ce qui est une des choses nouvelles cette année, c'est qu'on va s'intéresser à des problèmes à 3 dimensions, donc ils sont a priori assez compliqués à résoudre. Mais grâce à l'invariance par rotation de problèmes comme celui de l'atome d'hydrogène, on va pouvoir simplifier considérablement le problème et en fait se ramener à un problème à une dimension. Donc c'est un des messages de l'amphi d'aujourd'hui. Donc ce que vous avez là, c'est l'une des fonctions propres de l'atome d'hydrogène qu'on va calculer aujourd'hui. Donc ces fonctions propres sont calculées à l'aide d'un programme qui a été en fait mis au point par des X2007 dans le cadre d'un projet scientifique collectif. Donc je me suis pas mal appuyé sur leur travail. Vous verrez donc à la fin, sur la dernière diapo, je vous donnerai leur nom et puis l'adresse web d'un site qui comporte toutes ces orbitales atomiques. Donc ça, c'est un des états propres de l'atome d'hydrogène et donc on va voir comment on arrive à ce type de résultat aujourd'hui. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Merci. Donc, alors pourquoi l'atome d'hydrogène? L'atome d'hydrogène, c'est d'abord l'atome le plus simple, un proton, un électron, on fait guère plus simple. C'est aussi l'élément le plus répandu dans l'univers, donc il est parfaitement justifié qu'on s'y intéresse, donc ce qu'on va faire dans cet amphi. Alors l'atome d'hydrogène, au début du XXe siècle, c'était un véritable casse-tête pour la physique classique, parce qu'il avait un certain nombre de propriétés dont on ne pouvait pas du tout rendre compte de manière classique. Alors, donc à la fin du 19e, au début du 20e siècle, on commence à faire des expériences de spectroscopie extrêmement précises. Donc la spectroscopie, ça veut dire qu'on va disperser le spectre d'émission de l'hydrogène, par exemple. On va prendre des atomes d'hydrogène, on va les mettre dans une décharge électrique pour exciter ces atomes, et ces atomes émettent de la lumière. Mais au lieu d'émettre un spectre continu, comme ce que vous auriez ici, par exemple correspondant au rayonnement du corps noir que vous avez vu l'an dernier avec Jean Dalibard et Philippe Grangier, où on a un spectre continu, l'atome d'hydrogène, quand il est excité, ou une vapeur atomique d'hydrogène, va émettre des raies discrètes, comme celles que vous avez ici, donc ce qui est déjà une surprise en soi. Et fait plus étonnant, c'est que Balmer puis Rydberg montrent que si on écrit le nombre d'ondes, c'est-à-dire l'inverse de la longueur d'onde, eh bien on voit que ce nombre d'ondes correspondant aux différentes raies d'émission peut se mettre sous la forme de cette série, c'est-à-dire une différence de carré de nombres entiers, multipliée par une constante qu'on appelle aujourd'hui le Rydberg. Donc c'est assez remarquable que ces raies soient discrètes et qu'elles obéissent à une loi aussi simple que la différence de carré de nombres entiers. Donc ça, c'est une première surprise pour l'atome d'hydrogène, un premier problème à résoudre. Le deuxième problème, c'est qu'au début du XXe siècle, on commence à comprendre un peu ce que sont les atomes. Il y a Jean Perrin qui propose un modèle planétaire des atomes en disant que finalement un atome, c'est comme un mini-système planétaire où vous avez au centre une charge positive, donc qui va être le proton, et puis vous avez des charges négatives, les électrons, qui gravitent autour de ce proton de la même manière qu'une planète gravite autour du Soleil. C'est assez logique puisque la force de Coulomb est en 1 sur R2 comme l'interaction gravitationnelle. Et ce type de modèle est confirmé par l'expérience, notamment par l'expérience de Rutherford, qui montre en mesurant la déflexion de particules alpha qu'effectivement, dans les atomes, la charge est concentrée au centre. Il y a une charge positive concentrée au centre sur une dimension très petite. Et donc, effectivement, ce modèle planétaire semble correspondre à une certaine réalité. Alors, le problème, c'est que ce que vous disent les équations de Maxwell, c'est quand vous avez une particule chargée, l'électron ici, qui tourne, et donc qui va être accéléré, eh bien, cette particule chargée va rayonner une onde électromagnétique, donc va perdre de l'énergie. Et si le système perd de l'énergie, eh bien, l'électron va petit à petit se rapprocher du proton, et vous aurez un effondrement de votre atome sur lui-même. On n'a pas ce problème avec les planètes, bien sûr, parce que les planètes sont neutres et n'émettent pas d'énergie électromagnétique, mais une particule chargée qui tourne, classiquement, ça doit perdre de l'énergie, s'effondrer,
Et donc on ne peut pas comprendre la stabilité de la matière hein, de manière classique. Donc on a ce problème également auquel est confrontée la physique classique. Alors Niels Bohr, il y a un tout petit peu plus de 100 ans, propose une solution à ce problème. En 1913, il propose le modèle de Bohr en disant que seules certaines orbites vont être autorisées, que les orbites vont être quantifiées. Et donc ça résout les deux problèmes, c'est-à-dire que si seules certaines orbites sont autorisées, on va dire qu'il y a une plus petite orbite en dessous de laquelle l'électron ne peut pas circuler. Et dans ce cas-là, ça va l'empêcher de s'effondrer plus bas. Bon, ça ne résout pas vraiment le problème, mais enfin c'est une façon de voir les choses. Et puis s'il n'y a que certaines orbites qui sont autorisées, eh bien ces raies discrètes qu'on observe dans le spectre d'émission d'atomes d'hydrogène, ici, elles correspondent tout simplement à ce qu'on va appeler des transitions entre orbites, c'est-à-dire que l'électron va décider de passer d'une orbite autorisée à une autre orbite autorisée, et donc il va perdre une certaine quantité d'énergie et émettre de la lumière hein, qui aura la même énergie, et donc, connaissant la constante de Planck, on peut en déduire la fréquence, et donc la longueur d'onde ou le nombre d'ondes du rayonnement émis. Donc voilà le modèle de Bohr. Alors on peut le regarder de manière un peu plus précise. Alors évidemment, je précise, ça c'est un modèle classique, et donc vous savez qu'il ne va pas du tout s'appliquer à l'échelle microscopique, à l'échelle des atomes. Enfin, on va quand même néanmoins voir ce qu'on peut faire. Donc je vais supposer qu'on a ici une charge positive au centre, le proton, un électron de charge moins Q qui gravite autour du proton sur une orbite circulaire, et puis on a évidemment la force de Coulomb ici en vert, qui attire l'électron vers le proton. Et si on a une trajectoire circulaire, vous avez équilibre des forces, ou plutôt la masse fois l'accélération centripète V2 sur R sera égale à E2 sur R2 sur R2, la force de Coulomb. Ce que j'appelle E2, c'est Q2 sur 4pi epsilon 0. Hein, pour ne pas traîner des 4pi epsilon 0 partout, on note souvent E2, cette quantité Q2 sur 4pi epsilon 0. Donc vous avez l'équilibre entre l'accélération et la force de Coulomb. Et si on simplifie par R, eh bien vous voyez que mv2 est égal à E2 sur R. Alors ça, si vous connaissez le théorème du viriel, ça ne doit pas vous surprendre. Hein, ça veut dire que pour un potentiel en 1 sur R, on a effectivement que l'énergie cinétique, 1,5 de mv2, eh bien c'est la moitié de l'énergie potentielle. C'est un résultat qu'on peut également démontrer de manière générale. Bien, alors par ailleurs, on peut considérer le moment cinétique, le moment cinétique R, L, qui va être évidemment perpendiculaire à cette orbite circulaire et qui a pour valeur R fois mv. Et donc ce qu'on va supposer dans ce modèle de Bohr, c'est que le moment cinétique va être quantifié. C'est assez logique, l'unité de moment cinétique c'est h bar. On sait que donc, au début du XXe siècle, on voit apparaître cette constante h bar, et donc c'est assez logique de considérer que ces orbites autorisées vont correspondre à des valeurs quantifiées du moment cinétique. On va dire donc que Lz est égal à n fois h bar, où n est un nombre entier naturel, donc positif, qui pourra prendre toutes les valeurs possibles, 1, 2, 3, etc. Alors si on rapproche ces deux relations, vous voyez que si je fais passer le R de ce côté-là, ici j'ai RMV2 qui est égal à E2, et puis ici j'ai RMV qui est égal à NH bar. Donc vous voyez qu'en faisant le rapport entre ces deux équations, je vais voir que la vitesse correspondant à ces orbites autorisées, la vitesse va être en 1 sur n. Elle va être égale à 1 sur n fois E2 sur h bar, ce qu'on peut encore écrire sous la forme alpha fois c sur n, où alpha est une grandeur, une constante fondamentale qu'on appelle pour des raisons historiques la constante de structure fine. Elle vaut E2 sur h bar c, donc c'est une constante sans dimension, qui vaut 1 sur 137 environ. Donc voilà les vitesses autorisées hein, dans le cadre du modèle de Bohr. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il va y avoir une plus petite vitesse possible, qui va correspondre, une plus grande vitesse possible qui correspond à la valeur n égale 1. Et vous voyez que cette plus grande vitesse possible, c'est environ 2 ordres de grandeur en dessous de la vitesse de la lumière. Donc déjà, le modèle non relativiste qu'on a supposé au début est a priori justifié. On n'a pas besoin, pour l'hydrogène, de faire appel à la relativité. En tout cas, si on s'intéresse à des données précises, à 10-2 près, ça va être convenable. Donc ça, c'est un résultat qu'on va conserver dans la suite. Hein, on va faire dans tout cet amphi une théorie non relativiste de l'atome d'hydrogène. Alors sinon, une fois qu'on connaît la vitesse, donc on sait que la vitesse est en 1 sur n, on peut également calculer le rayon des orbites autorisées, donc en utilisant cette formule simplement. Donc si la vitesse est en 1 sur n, eh bien le rayon va être en n au carré. Donc on a que le rayon de ces orbites autorisées va être en n au carré fois A1, la plus petite orbite possible,
Et A1, c'est une grandeur qu'on va appeler le rayon de bord, qui vaut h bar 2 sur m et 2. Et sa valeur, c'est 0,5 angstrom ou 53 picomètres ou 0,05 nanomètres. Donc voilà ce que prévoit le modèle de Bohr. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il rend compte parfaitement des résultats expérimentaux. En effet, si vous calculez l'énergie mécanique de ces orbites autorisées, l'énergie, ça va être la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. La vitesse va être en 1 sur n, donc la vitesse au carré est en 1 sur n2. Le rayon est en n2, donc ces deux termes sont tous les deux en 1 sur n2. Bon, je vous rappelle qu'il y avait une relation un facteur 2 de toute façon entre les deux, donc c'est bien logique qu'ils aient tous les deux la même variation en n. Et donc on trouve que les énergies autorisées vont être en 1 sur n2, en fait en moins EI sur n2 pour les états liés, bien sûr, donc les états d'énergie négative. Et donc on trouve toutes ces valeurs possibles pour les énergies de l'atome d'hydrogène. EI, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation, donc il a cette expression-là, on trouve 13,6 électronvolts. Alors c'est l'énergie d'ionisation parce que l'atome d'hydrogène dans son état fondamental va être donc dans cette plus petite orbite ici, n égale 1, et l'énergie que je dois fournir pour libérer l'électron du proton, c'est-à-dire pour amener l'électron à une distance infinie du proton et à une vitesse nulle, donc ça va être l'énergie minimale, ça correspond évidemment à une énergie qui va être nulle. Donc l'énergie qu'il faut fournir pour libérer l'électron du proton, c'est 13,6 électronvolts, c'est l'énergie d'ionisation de l'atome. Après, pour des énergies positives, j'aurai des orbites hyperboliques de l'électron, ça c'est les états libres, mais on ne va pas les discuter aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux états liés. Donc EI, c'est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. Et ça rend compte des résultats expérimentaux, puisque finalement, si on excite l'hydrogène avec une décharge électrique, eh bien les transitions possibles, ça va correspondre aux flèches que vous avez ici. Vous allez avoir des transitions entre différents états possibles. Et l'énergie du photon émis, l'énergie h nu, ce sera égal à la différence entre deux niveaux d'énergie, donc EI fois la différence des carrés de deux nombres entiers, exactement comme ce que vous avez dans la série de Rydberg. Donc ce modèle est quantitativement parfaitement exact, il rend compte des faits expérimentaux. Le seul problème, c'est qu'évidemment, on n'a pas le droit à l'échelle microscopique de décrire l'atome d'hydrogène de cette manière-là. Et puis en plus, il y a cette hypothèse, a priori, que le moment cinétique est quantifié, qui n'est pas justifié dans le modèle. Bien, alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce problème de l'atome d'hydrogène, mais évidemment en utilisant l'arsenal de la théorie quantique que vous connaissez, et donc pas avec un modèle classique, bien entendu. Donc, on va s'intéresser à l'atome d'hydrogène en mécanique quantique. L'atome d'hydrogène, c'est deux particules en interaction coulombienne, un électron et un proton. Donc, vous avez 6 degrés de liberté. Alors, comme en mécanique classique, on va commencer par se débarrasser de 3 degrés de liberté, ce qui va correspondre en fait à la translation du centre de masse de l'atome. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire classiquement, qu'on peut aussi faire quantiquement. C'est décrit en détail dans votre livre, donc au chapitre 11. Donc je ne vais pas le faire ici, mais enfin, on peut montrer que le problème se décompose entre, d'une part, la translation du centre de masse de l'atome d'hydrogène, donc ça vous connaissez, c'est un problème dans L2 de R3, et puis d'autre part, le mouvement relatif de l'électron et du proton, donc d'une particule de masse réduite mu, dont vous connaissez l'expression, vous avez que 1 sur mu, c'est la somme des inverses des masses, et donc on va s'intéresser au mouvement de cette particule réduite, avec une masse réduite, avec un Hamiltonien, H, qui sera l'énergie cinétique P2 sur 2 mu, et l'énergie potentielle V2R, qui est toujours la même, l'énergie qui lie l'électron au proton. Alors comme le proton est beaucoup plus lourd que l'électron, où il y a plus de 3 ordres de grandeur entre les deux, en fait, évidemment, la masse de la particule réduite, c'est quasiment la masse de l'électron. Donc vous pouvez aussi bien voir ça en disant qu'on fait l'approximation que le proton est fixe, et puis que c'est l'électron qui tourne autour, ce ne sera pas très loin de la réalité. Voilà, donc on a éliminé 3 degrés de liberté, donc on est maintenant dans L2 de R3, on a 3 coordonnées cartésiennes et un espace de Hilbert qui est L2 de R3, qui est de dimension infinie, bien entendu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les états propres de cet Hamiltonien, on va chercher les états psi tels que H psi est égal à E psi. Alors, ce problème du mouvement relatif entre deux particules, ou d'une particule réduite avec un potentiel V2R, c'est en fait un cas particulier d'un problème plus général qu'on va appeler le problème du potentiel central, puisque la particularité de ce potentiel coulombien V2R, c'est que c'est un potentiel V de x, y, z qui dépend que de la distance r entre les deux particules. Donc c'est ce qu'on appelle un potentiel central qui ne dépend que
de la distance par rapport au centre. Voilà, donc après cette longue introduction, on va s'intéresser au cas général du potentiel central, c'est-à-dire le mouvement d'une particule dans un potentiel qui va dépendre que de R. Et ce qu'on va montrer, c'est comment on peut ramener ce problème tridimensionnel à un problème unidimensionnel que vous savez résoudre puisque vous l'avez fait l'an dernier. Donc pour ça, on va évidemment utiliser les coordonnées sphériques. Donc je vais écrire l'équation en valeur propre, h psi égale e psi, donc que j'écris ici avec l'expression avec l'opérateur différentiel, les opérateurs différentiels correspondants. Donc l'énergie cinétique, c'est moins h bar 2 sur 2 mu laplacien, plus v de r, psi de r θ phi égale e psi de r θ phi. Donc c'est logique d'utiliser les coordonnées sphériques puisqu'on a un potentiel qui va dépendre que de r, que de l'une de ces variables. Donc c'est les mêmes coordonnées sphériques, évidemment, que la semaine dernière. Alors si on écrit l'expression du Laplacien en coordonnées sphériques, donc c'est une expression assez compliquée. Alors néanmoins, on voit qu'il y a deux parties. Il y a ici une partie qui ne fait intervenir que la coordonnée radiale, r. Et puis ici une partie avec 1 sur R2 et des dérivés par rapport à θ et par rapport à phi. Alors le 1 sur R2, évidemment, il est nécessaire pour qu'on ait la bonne unité pour le Laplacien, c'est-à-dire l'inverse du carré d'une longueur. Alors si vous regardez cet opérateur différentiel ici qui fait intervenir uniquement θ et phi, en fait c'est exactement le même que celui qu'on avait vu la semaine dernière. C'est l'expression du carré du moment cinétique, de l'opérateur différentiel L2, agissant sur psi avec un facteur h bar 2 qu'on n'a pas ici. Mais donc vous voyez que si j'écris maintenant l'hamiltonien à l'aide du moment cinétique, je vais avoir cette expression où j'ai donc la partie radiale du Laplacien et puis la partie angulaire. Je peux tout simplement l'écrire sous la forme L2 divisé par 2 mu R2. Donc ça c'est une forme assez familière. On avait vu la semaine dernière le mouvement de rotation d'une molécule diatomique. Je vous avais rappelé l'expression de l'énergie cinétique de rotation. Ça ressemble beaucoup à une énergie cinétique de rotation. C'est le carré du moment cinétique divisé par 2 fois le moment d'inertie. Et le moment d'inertie d'une particule de masse mu à une distance r du centre, c'est évidemment mu R2. Donc on peut dire que finalement l'énergie cinétique, il y aura une partie radiale et puis une partie angulaire qui va dépendre de la variation de la fonction d'onde par rapport à θ et par rapport à phi. Alors, donc voilà l'expression de notre équation en valeur propre. Et ce qu'on retrouve ici explicitement, c'est que avec cette expression de l'hamiltonien, c'est que l'hamiltonien va évidemment commuter avec chacune des composantes cartésiennes de L. Les composantes cartésiennes de L commutent évidemment avec tout ce qui dépend de R, donc cette partie-là et cette partie-là de l'hamiltonien, puisque les composantes cartésiennes de L, ce sont des opérateurs différentiels du premier ordre qui font intervenir uniquement les degrés de liberté θ et phi, et ça va évidemment commuter avec d'autres opérateurs qui font intervenir le troisième degré de liberté, le degré de liberté R. Donc Lx, Ly, Lz commutent avec tout ce qui dépend de R, et puis les coordonnées cartésiennes de L commutent avec L2, on l'avait vu la semaine dernière. Donc on retrouve de manière explicite que les composantes cartésiennes de L commutent avec l'hamiltonien, ce qu'on savait depuis le début, puisqu'on a évidemment un problème invariant par rotation. Bien, mais ce qui va être, évidemment, ce qu'on va pouvoir en conclure, c'est qu'il existe une base propre commune à ces trois observables, H, L2 et Lz, qui commutent entre elles. On a un ensemble d'observables qui commutent. Et évidemment, une bonne démarche, ça va être de chercher cette base propre commune. Donc je vais chercher des fonctions d'onde psi de R, θ et phi, qui sont des états propres communs de ces trois observables, et donc en particulier de L2 et Lz. Et ça, c'est le problème qu'on a vu la semaine dernière, les états propres communs de L2 et de Lz. On a vu que c'était des fonctions qui avaient cette allure-là, une fonction radiale, donc a priori arbitraire, multipliée par une harmonique sphérique, YLM de θ phi. Et donc, non seulement on connaît déjà la dépendance angulaire de psi de r θ phi en fonction de θ et de phi, mais en plus, on sait que YLM de θ phi est un état propre de L2. Donc, je vous rappelle que la valeur propre, c'était LL plus 1, H bar 2. Et donc, quand on fait agir l'hamiltonien ici sur ces fonctions propres qui ont cette forme du produit d'une fonction qui dépend de R par une harmonique sphérique, eh bien, je connais en fait l'action de L2 sur YLM de θ phi. Je sais que c'est LL plus 1, H bar 2, et donc je vais pouvoir remplacer ici dans l'expression de l'hamiltonien, l'opérateur différentiel L2 par la valeur propre correspondante. Et donc finalement, on arrive à cette équation où les variables θ et phi n'apparaissent plus. Ici, vous avez juste en facteur YLM de θ phi, et donc je vais pouvoir évidemment simplifier par YLM de θ phi. Et donc,
on se ramène à une équation qui porte uniquement sur la fonction grand R de R. Hein. Donc c'est une équation différentielle qui ne va dépendre que de la variable R. Donc on a réussi à ramener notre problème tridimensionnel à un problème à une dimension. Alors, il y a juste une chose, c'est que ici, cet opérateur différentiel n'est pas complètement sympathique. C'est 1 sur R, D2 sur DR2 fois R agissant sur R de R. Donc évidemment, ça nous incite à introduire ce qu'on va appeler la fonction d'onde réduite, petit u de R, qui est le produit de R par grand R. Alors rappelez-vous comment on avait normalisé séparément les harmoniques sphériques et puis la fonction grand R de R. On avait vu que l'intégrale de R de R au carré fois R2 dr était égale à 1, donc ça veut dire que l'intégrale de u de R au carré dr va être égale à 1. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que u de R au carré? Donc u de R, je dis que c'est une fonction d'onde réduite, donc ça sous-entend que u de R au carré, c'est une densité de probabilité. Donc c'est la densité de probabilité de trouver la particule entre une sphère de rayon R et une sphère de rayon R plus dr, entre ces deux sphères. C'est ça que représente cette densité de probabilité u de R au carré. Bien, donc si je remplace grand R par R, ben, j'arrive immédiatement à cette équation ici, hein, c'est-à-dire je multiplie l'équation du haut, je la multiplie par petit r, et tout se passe bien, c'est-à-dire que j'ai directement la dérivée seconde par rapport à R du produit R grand R de R, donc c'est-à-dire la dérivée seconde de U par rapport à R, et puis après j'ai partout U de R qui apparaît. Et donc finalement, j'obtiens cette équation-là, qui est une équation de Schrödinger, à une dimension, hein, sur la fonction d'onde réduite, avec maintenant un potentiel qui va être un potentiel effectif, qui va être le potentiel initial V de R, mais auquel j'ai rajouté une partie de ce qui était initialement l'énergie cinétique. Hein, donc ce terme d'énergie cinétique de rotation prend maintenant le statut d'énergie potentielle, puisque c'est une fonction qui va dépendre simplement de R. Donc j'ai une équation de Schrödinger à une dimension, et je vais pouvoir résoudre cette équation. Alors je commence ici par le cas L égale à 0. Donc dans le cas L égale à 0, et je prends un potentiel V de R, je n'ai pas pris le potentiel coulombien à dessein, hein, j'ai pris un potentiel V de R de forme arbitraire. Donc c'est le potentiel que vous avez ici. Et puis vous avez ici une ligne verticale rouge, hein, c'est comme dans un puits infini, vous avez un potentiel qui va être infini pour R négatif. Ça, c'est simplement pour interdire à la particule d'aller dans la zone R négative, puisque évidemment, R n'a de sens que pour R positif. Donc vous avez ici ce mur infini qui empêche à ma particule d'aller explorer cette zone. Donc c'est un puits semi-infini d'un côté, et puis de l'autre côté, vous avez le potentiel V de R. Donc pour chercher les états liés, les états d'énergie négative, vous savez faire, hein, on résout cette équation. Vous savez qu'on a un nombre dénombrable d'états liés. Et on va les numéroter avec un nombre qu'on va appeler le nombre quantique radial. Je vous rappelle le théorème de Sturm-Liouville qui vous dit que chacun de ces états propres va donc être une fonction réelle qui aura un nombre de nœuds égal à la valeur de n'. Donc l'état fondamental ne va jamais s'annuler, l'état n' égale 1 aura un nœud, l'état n' égale 2 aura deux nœuds, etc. Donc voilà, ça c'est pour L égale à 0. Donc c'est un problème évidemment beaucoup plus facile à résoudre que celui qu'on avait à résoudre au début, mais simplement il faudra le faire pour toutes les valeurs de L. Donc si je recommence avec L égale 1, eh bien je vais ajouter à mon potentiel V de R, je vais ajouter le potentiel ici en 1 sur R2 hein, que vous avez ici. Et c'est ce qu'on appelle la barrière centrifuge, puisque, un petit peu à la manière de la force centrifuge en mécanique classique, hein, qui vous repousse votre particule vers de grandes valeurs de R, là de la même manière, à cause de l'énergie cinétique de rotation, vous aurez un potentiel décroissant en 1 sur R2 avec R, et donc votre potentiel effectif, il aura cette allure-là. Il va être évidemment rehaussé par rapport au potentiel initial, mais à nouveau, vous pouvez calculer les niveaux d'énergie de ce potentiel, les états liés de ce potentiel, et vous aurez une autre famille de niveaux d'énergie. Donc finalement, on a une équation à résoudre pour chaque valeur de L, et donc on aura une multitude de problèmes à 1D. Donc on a remplacé un problème tridimensionnel par une multitude de problèmes à une dimension, ce qui va être évidemment beaucoup plus simple. Alors une chose qu'on peut remarquer, c'est que l'équation à résoudre ici, elle ne dépend pas de M. Vous avez une fonction d'onde U de R qui doit être état propre donc, de cet opérateur, mais l'opérateur ne fait pas apparaître le nombre quantique M, il fait apparaître L. Donc a priori, la fonction d'onde U, elle va dépendre du choix de L, mais elle ne dépend pas de M, et l'énergie non plus. Donc vous allez avoir, pour chaque valeur de M, vous allez avoir des fonctions
propres qui vont être orthogonales, puisque les y et l'm pour les différentes valeurs de m sont orthogonales. Et donc vous allez avoir un espace qui aura une dimension qui sera égale à toutes les valeurs possibles de m, qui varient entre moins L et plus L. Donc chaque niveau d'énergie va être dégénéré 2L plus une fois. Et ça, ce sera toujours vrai dans le cas du potentiel central. C'est une conséquence de l'invariance par rotation. Vous avez une dégénérescence qui est donc liée à la rotation. Chaque niveau va être dégénéré 2L plus une fois. Bien, donc ça c'était en général pour le problème du potentiel central. Maintenant, on va considérer plus précisément le cas de l'atome d'hydrogène, donc le cas où le potentiel V de R, c'est moins E2 sur R. Alors, on pourrait résoudre l'équation différentielle correspondante. C'est un problème qui est tout à fait faisable, un petit peu fastidieux. Alors, vous avez dans votre livre une recherche des solutions asymptotiques de ce problème, des variations des fonctions d'onde, des fonctions propres avec R pour les valeurs extrêmes de R. Vous avez aussi un exercice qui vous permet de calculer les états propres de manière algébrique avec une méthode un peu similaire à celle que vous avez utilisée pour l'oscillateur harmonique. Donc c'est une méthode algébrique comme celle de Dirac pour l'oscillateur harmonique. Bon, on ne va pas le faire ici, on va juste ici de façon numérique, on va rechercher les niveaux d'énergie de ces problèmes à une dimension. Donc je vous ai représenté ici le cas L égale 1. Donc vous avez la somme pour L égale 1 du potentiel coulombien que vous avez ici, qui est en 1 sur R, et puis le potentiel en 1 sur R2 correspondant à la barrière centrifuge. Si L est égal à 1, la barrière centrifuge c'est LL plus 1, ça fait 2 H bar 2 divisé par 2 mu R2. Donc vous avez ce potentiel ici, et puis on va chercher les valeurs propres de manière numérique. Donc vous avez déjà utilisé ce programme de résolution numérique. Vous vous rappelez qu'on essaye des fonctions d'essai pour différentes valeurs de l'énergie, et puis a priori, ça vous donne une solution qui n'est pas satisfaisante, puisqu'elle va diverger pour R quand R tend vers l'infini. Et puis pour certaines valeurs de R, on va avoir une fonction qui tend exponentiellement vers 0 quand R tend vers l'infini, qui sera de carré sommable, et ça vous donne un état propre. Donc ça c'est le premier, qui ne s'annule pas. Ensuite vous avez le deuxième état propre. Un petit peu difficile comme ça, je vais... Vous avez le deuxième... Le deuxième état propre, n' égale 1, puis vous avez n' égale 2, puis n' égale 3, etc. Donc voilà, on peut comme ça déterminer les états propres pour ce premier potentiel. Ensuite, on peut recommencer dans le cas où L est égal à 2. Donc dans ce cas-là, la barrière centrifuge, évidemment, elle est plus grande que dans le cas précédent. Elle est multipliée par 3, donc votre potentiel ici aura un minimum qui va être beaucoup plus haut. Et si je cherche maintenant les fonctions propres, eh bien, je vais trouver deux nouvelles valeurs. N' égale à 0, l'état fondamental de ce potentiel, N' égale 1, N' égale 2, etc. Je recommence avec L égale 3. Et donc, vous voyez, comme ça, numériquement, il n'y aurait aucune difficulté à trouver tous les niveaux d'énergie de tous ces potentiels effectifs. Alors, ce qu'on remarque ici, alors évidemment, ça peut se démontrer, je vous ai parlé, vous avez l'exercice dans votre livre où vous pourrez le démontrer de manière rigoureuse, mais ce qu'on remarque, c'est que on a une dégénérescence remarquable entre ces niveaux ici. Le niveau N' égale à 0 pour L égale 2, il a la même énergie que le niveau pour L égale 1 et N' égale 1. Et puis pour N' égale 2, L égale 1, vous avez la même énergie que pour N' égale 1, L égale 2, et N' égale à 0, L égale 3. Donc on a cette dégénérescence des niveaux d'énergie. Donc ça, encore une fois, ça se démontre. Là, je n'ai rien démontré du tout. Je vais juste montrer par l'exemple, par cette expérience numérique qu'on avait, c'est les mêmes valeurs de l'énergie. Et puis là, j'en ai profité pour ajouter le niveau fondamental du potentiel pour L égale à 0, qui est beaucoup plus bas parce qu'on n'a pas la barrière centrifuge. Donc voilà les niveaux qu'on obtient. Alors comme évidemment, vous avez la même valeur de l'énergie pour différentes valeurs de N' et de L, ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire un nombre correspondant à cette valeur N' plus L, qui correspond à une valeur donnée de l'énergie. Donc alors cette dégénérescence, c'est pas un accident, c'est la conséquence non pas d'une invariance géométrique, mais de ce qu'on appelle une symétrie dynamique, qui est vérifiée dans le cas du potentiel en 1 sur R. Donc j'ai pas le temps de vous en dire beaucoup plus, mais enfin, sachez évidemment que c'est pas du tout une conséquence. C'est lié au fait qu'en mécanique classique, les orbites dans le potentiel coulombien sont des orbites fermées.
ce qui n'est pas vrai pour d'autres formes de potentiel, sauf celui de l'oscillateur harmonique. Et donc c'est ça qui fait qu'on a cette dégénérescence entre les niveaux d'énergie. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire, comme je l'avais dit, donc un nombre quantique n qui va être égal à n' plus L plus 1. Et donc comme ça, pour une valeur de n, ça va correspondre à un niveau d'énergie ici, hein, correspondant à cette ligne rouge ici. Et donc on trouve comme ça les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Et si vous faites le calcul, vous voyez que ces niveaux d'énergie sont en moins EI sur N2, et on retrouve exactement le résultat du modèle de Bohr. Alors c'est heureux parce qu'on savait que les résultats du modèle de Bohr ils sont en accord avec l'expérience, donc on savait que c'était ça les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène, hein, mais donc tout ce calcul va vous permettre de trouver que les niveaux d'énergie En sont en moins EI sur N2. Alors simplement on a beaucoup plus que le modèle de Bohr, parce qu'on va pouvoir savoir à quoi correspondent tous les états derrière ces niveaux d'énergie. On connaît les dégénérescences, et puis on va connaître évidemment la forme des fonctions. Donc, pour résumer, voilà à quoi vont ressembler les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc, des niveaux d'énergie en moins EI sur N2, et, s'il vous plaît, donc je rappelle que ce nombre quantique n, c'est n', le nombre quantique radial, plus L plus 1, et donc on peut en déduire que L, c'est n moins n' moins 1. Comme n', c'est un nombre quantique qui est le nombre de nœuds hein, de votre fonction d'onde réduite, c'est un nombre qui est positif ou nul, donc ça veut dire que L, il est toujours inférieur ou égal à n moins 1. Donc pour chaque valeur de n, je sais jusqu'où peut aller L, hein, L peut aller jusqu'à n-1. Donc par exemple, pour n égale à 0, eh bien, j'aurai uniquement la valeur L égale à 0 qui sera autorisée. Pour n égale 2, donc un niveau d'énergie en moins EI sur 4, j'aurai L égale à 0 et L égale 1. Pour n égale 3, j'aurai L égale à 0, L égale 1, L égale 2. Et donc ces niveaux correspondant à différentes valeurs de L, pour des raisons historiques, hein, les spectroscopistes les appelaient les niveaux S, les niveaux P et les niveaux D, donc etc. Donc ce que nous donne la théorie quantique qu'on vient de voir, c'est en plus la dégénérescence de chacun de ces niveaux d'énergie. La dégénérescence pour une valeur donnée de L, vous vous rappelez que c'est 2L plus 1, puisque toutes les valeurs de M correspondent au même niveau d'énergie. Mais là, ce qu'on sait en plus, à cause de cette symétrie dynamique, c'est que vous avez plusieurs valeurs de L qui vous donnent le même niveau d'énergie. Donc la dégénérescence du niveau En, donc c'est-à-dire, je vous rappelle, c'est la dimension du sous-espace propre correspondant, ça va être la dégénérescence pour L égale à 0, qui vaut 1 évidemment, la dégénérescence pour L égale 1, qui vaut 3, puisque M peut prendre les valeurs moins 1, 0 et 1, etc. La dégénérescence pour L, c'est 2L plus 1, et vous allez aller jusqu'au dernier niveau, ici, complètement à droite. Le dernier niveau, il correspond à L égale N-1, donc la dégénérescence, c'est 2 fois N-1 plus 1, donc ça vous fait 2N-1. Et donc la dégénérescence d'un niveau n, c'est la somme de tous ces nombres impairs, et cette somme des premiers nombres impairs, elle vaut n au carré. Je vous rappelle que pour le montrer, il suffit d'ajouter le premier et le dernier. Là, si je fais le premier et le dernier, je vais trouver 2n. Ensuite, j'ajoute le deuxième et l'avant-dernier, je vais encore trouver 2n. Et donc, je vais simplement ajouter 2n, n sur 2 fois, et ça va donc me donner n au carré, hein, c'est la somme de tous ces nombres. Donc, chaque niveau d'énergie En de l'atome d'hydrogène va être dégénéré n2 fois. Ça, c'est pour le degré de liberté correspondant au mouvement relatif de l'électron et du proton. On va voir la semaine prochaine qu'il y a en plus d'autres degrés de liberté. Il y a le spin du proton et de l'électron qu'on va voir, qui sont deux espaces de dimension 2. Donc en fait, la dégénérescence totale de chaque niveau d'énergie En, ce sera a priori 4 fois N2. Donc vous avez une dégénérescence 4N2 pour chaque niveau d'énergie. Bien, alors maintenant, on sait à quoi ressemblent les états propres. Les états propres, donc c'est ces fonctions d'onde, un psi NLM de R θ phi, hein, dont on connaît la dépendance en θ phi, et puis on peut calculer aussi la dépendance radiale. Le quête correspondant, je vais le noter NLM, donc avec ces trois nombres quantiques. N, le nombre quantique principal, L et M qui correspondent aux valeurs propres du moment cinétique, et En, donc vaut moins EI sur H bar 2. Donc je rappelle la variation de YLM de θ phi. Vous vous rappelez que YLM de θ phi, on a vu la semaine dernière que c'était le produit d'une fonction qui dépend de θ, FLM de θ, par exponentielle IM phi. Et on avait vu que la fonction FLM de θ allait changer L moins valeur absolue de M fois dans l'intervalle 0 pi. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière.
La fonction radiale, ben, là, elle est nouvelle de cette semaine. Alors, donc, on ne fait pas le calcul, mais donc, cette fonction radiale, c'est évidemment UNL de R, la fonction réduite, divisée par R. Et ce qu'on peut montrer, c'est que c'est un polynôme de degré n', multiplié par R puissance L, multiplié par cette exponentielle décroissante. Alors, un polynôme de degré n', ce n'est pas une surprise, hein, puisqu'on sait que cette fonction doit s'annuler n' fois dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc la fonction d'onde radiale, R de R, va changer n' fois de signe dans l'intervalle 0 plus l'infini, avec n', le nombre, donc ce nombre qui vaut n moins L moins 1. Bien. Alors maintenant, quelques mots hein, d'abord des théories les plus récentes qui vont au-delà de ce qu'on a vu et des résultats expérimentaux. Alors, au niveau théorique, hein, l'atome d'hydrogène, c'est un des systèmes physiques les mieux connus. Là, on a fait une théorie classique, mais évidemment, si on veut avoir une meilleure précision, il va falloir introduire des corrections relativistes. 1 sur 137, c'est petit devant 1, mais c'est grand quand vous regardez la précision avec laquelle on connaît les transitions dans l'atome d'hydrogène. Donc, évidemment, il faudra prendre en compte les corrections relativistes. Il faudra prendre en compte des corrections liées à ce qu'on appelle la théorie quantique des champs, qui est une théorie quantique que vous pourrez voir l'an prochain si vous suivez les cours correspondants, et qui prend en compte le fait que le rayonnement électromagnétique doit lui aussi être quantifié en physique quantique, et ça intervient sur la position des niveaux d'énergie. Et donc, il y a énormément de corrections ensuite qui permettent de calculer très précisément les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Au niveau expérimental, on a fait beaucoup de progrès depuis l'époque de Balmer et de Rydberg. Et donc il y a des expériences, donc par exemple sur la transition entre l'état 1s et l'état 2s. Donc ça c'est un résultat qui a été obtenu par une collaboration entre un laboratoire à Paris, le CIRT, et un laboratoire à Munich. Donc aujourd'hui on ne fait plus de la spectroscopie simplement en dispersant la lumière à l'aide d'un spectroscope et d'un réseau de diffraction. On va faire de la spectroscopie laser, c'est-à-dire qu'on va prendre un laser de longueur d'onde extrêmement bien connue, et puis on va balayer ce laser et voir pour quelle fréquence la longueur d'onde de ce laser va être résonante avec la transition qui nous intéresse. Donc ici, c'est une transition entre l'état 1s et l'état 2s. Alors il se trouve que cette transition, elle est interdite si on utilise un seul photon pour la faire. Il va falloir faire une transition à 2 photons. Donc ajouter 2 photons pour atteindre cet état. Et donc ce qu'on va faire, c'est ajuster la fréquence du laser continue jusqu'à ce que cette transition soit efficace. Donc c'est un laser continu stabilisé en fréquence. Alors en fait, pour avoir une telle précision, ça ne suffit pas. Il y a eu des progrès considérables qui ont été effectués ces dernières années en utilisant de manière combinée à ce laser continu des lasers femtosecondes qui ont des durées d'impulsion extrêmement brèves, de l'ordre de quelques femtosecondes, et qui correspondent à un spectre extrêmement large. Vous avez vu l'an dernier la relation delta X, delta Px supérieur ou égal à h bar sur 2, c'est vrai aussi dans le domaine temporel. Delta T, delta oméga est toujours supérieur ou égal à 1,5. Ça veut dire que si vous avez un laser très bref, vous allez aussi couvrir un spectre très très large. Alors à quoi ça sert d'avoir un spectre très large quand on veut faire la spectroscopie à haute résolution? L'utilité en fait provient du fait que ces lasers femtosecondes, ils produisent pas seulement un spectre large, mais ils produisent un spectre constitué de raies discrètes, ils produisent ce qu'on appelle un peigne de fréquence. Et la raison est très simple, c'est que ce sont des lasers où vous avez une impulsion qui circule dans une cavité, et à chaque tour de cavité, vous avez une fraction de l'impulsion qui sort. Et donc en fait, ce sont des sources périodiques d'impulsion. Et quand vous avez un signal périodique, eh bien, vous savez que ce n'est pas une transformée de Fourier que vous faites, c'est une série de Fourier. Et donc le spectre de Fourier va être constitué de pics discrets. Et si vous asservissez la période de cette horloge que constitue le laser femtoseconde, si vous asservissez ce laser à une horloge atomique très, très précise, eh bien, vous allez avoir un peigne de fréquence, une règle graduée dans l'espace des fréquences qui va être extrêmement précise avec des précisions qui sont de l'ordre de 10-17 et qui sont utilisées en métrologie. Donc c'est grâce à ces technologies qu'on peut mesurer aussi précisément la fréquence de transition entre l'état 1s et l'état 2s. C'est notamment ce type de travaux qui a valu le prix Nobel à Theodor Hensch, qui avait donné un séminaire de physique à l'école en 2006. Donc vous pouvez aller visionner ce séminaire si ça vous intéresse pour en savoir plus sur la spectroscopie et la métrologie à très haute résolution. Bien. S'il vous plaît. Donc dans la troisième partie, on va voir comment on peut représenter ces fonctions propres de l'atome d'hydrogène, ce qu'on appelle des orbitales atomiques.
Donc je souhaitais vous en parler parce que ces orbitales atomiques, c'est important, notamment en chimie. Hein. La forme des orbitales atomiques, c'est ce qui va gouverner souvent les structures tridimensionnelles des molécules. Hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important en chimie quantique. Alors là, on ne va pas faire les orbitales atomiques de tous les atomes, on s'intéresse qu'à l'atome d'hydrogène, mais ces bases d'orbitales atomiques qu'on va voir jouent vraiment un rôle très important en physique moléculaire et en chimie quantique. Alors, comment représenter une fonction complexe, hein, une fonction propre de l'atome d'hydrogène, qui va être une fonction qui dépend de 3 variables, x, y et z. Alors, c'est un petit peu le même problème que quand vous voulez représenter sur une carte d'un géomètre, hein, vous voulez représenter l'altitude, mais dans un espace à 2 dimensions. Hein, donc, vous avez l'altitude que vous voulez représenter dans cet espace à 2 dimensions. Là, j'ai la fonction d'onde psi qui est complexe, et je voudrais savoir à 3 dimensions à quoi ça représente. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va représenter une surface d'isodensité, donc une surface de niveau, l'équivalent des lignes du niveau que vous avez dans des cartes géographiques. Donc on va représenter une surface de niveau, donc une surface définie par une valeur constante du module de la fonction d'onde psi de x, y, z. Donc je vais choisir une valeur de eta et je vais regarder à quoi ressemble la surface psi de x, y, z égale module de psi de x, y, z égale eta. Comment choisir eta? Eh bien, je vais choisir eta pour que l'intégrale sur le volume qui est à l'intérieur de cette surface, de la fonction d'onde, donc à l'intérieur de la densité de probabilité à l'intérieur de cette surface, soit égale à une certaine probabilité P que je vais pouvoir ajuster. Et donc, dans toute la suite, je vais choisir P égale 0,5. Donc, ça veut dire que vous avez une chance sur 2 de trouver l'électron à l'intérieur de cette surface. Alors, vous avez aussi une chance sur 2 de trouver l'électron à l'extérieur de cette surface, mais comme la fonction d'onde va être évidemment plus grande à l'intérieur de la surface qu'à l'extérieur de la surface, bon, ça veut quand même dire que la densité de probabilité va être plus grande à l'intérieur de la surface, et donc c'est plutôt là que vous aurez le plus de chances de trouver l'électron hein, pour un élément de volume donné. Donc ça va être ça, une orbitale, hein, ce qu'on appelle une orbitale, et qui sont des fonctions que vous avez certainement déjà vues. Alors ensuite, il y a le problème de la phase, et pour représenter la phase, on va simplement colorier cette surface à l'aide de toujours le même code couleur, qui va vous renseigner sur la phase de la fonction d'onde. L'amplitude, on la connaît, c'est eta sur la surface, et avec ça, on aura la phase. Bien, alors on va commencer par les états les plus simples, hein, les états de moment cinétique nul, L égale à 0. Donc dans ce cas-là, la fonction d'onde psi, donc si elle est égale à 0, vous savez que m est égal à 0, donc ma fonction d'onde psi nlm, c'est tout simplement psi n0, 0, qui est une fonction qui va dépendre a priori de r, de θ et de phi. L'harmonique sphérique y0, 0 de θ phi, vous l'avez vu en petite classe, elle est constante en fait, et elle vaut 1 sur racine de 4pi. Donc finalement, ma fonction d'onde pour les états L égale à 0, les états S, eh bien c'est une fonction qui ne dépend que de R, et donc une surface d'isodensité, ça va être une sphère. Ça va correspondre à une valeur constante de la fonction R de R. Donc la fonction d'onde, enfin l'orbitale, ça va être une sphère. Alors je commence par l'état 1S. Donc dans ce cas-là, la fonction d'onde, c'est tout simplement exponentielle moins R sur A1, le rayon de bord. Et donc si je prends une valeur donnée de eta, j'aurai un point d'intersection, et donc j'aurai une sphère. Et la fonction d'onde ici, elle va être réelle positive. Hein, je n'ai évidemment pas de dépendance complexe dans ce cas-là. Elle va être réelle positive, et donc j'ai une chance sur 2 de trouver la particule à l'intérieur de cette sphère. Et je vais dessiner l'orbitale correspondante par la sphère que vous avez ici. Alors elle est écorchée ici pour voir qu'il n'y a rien à l'intérieur. Hein, vous allez voir tout à l'heure pourquoi on fait ça. Mais donc voilà, l'état 1S, c'est une surface d'isodensité qui va être une sphère. Et puis si je fais varier la probabilité P, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, évidemment, ça va faire varier eta et ça changera le rayon de la sphère. Mais pour une probabilité 1,5, j'aurai une sphère qui aura un certain rayon. Donc ça, c'est l'état 1S. Alors je le remets à l'échelle parce que je vais maintenant m'intéresser à des états 2S ou 3S qui vont être plus grands. Donc je vais m'intéresser maintenant à l'état 3S. Donc l'état 3S, il va correspondre à n' égale 2. Je vous rappelle que ici n', le nombre quantique radial, c'est n moins L moins 1. Donc si L est égal à 0, c'est n moins 1. Et donc l'état 3S, il correspond à n' égale 3 moins 1 égale 2. Donc j'ai deux nœuds de cette fonction d'onde, hein, deux zéros. La fonction d'onde change 2 fois de signe. Et donc si je regarde l'intersection avec la valeur de eta, alors ça va dépendre du choix de P, mais donc moi je vais m'arranger pour qu'on voit bien tous ces nœuds. Vous voyez qu'on va avoir dans ce cas-là 5 points d'intersection, donc j'aurai 5 sphères. Une sphère à l'intérieur de laquelle donc, je pourrais trouver la particule. Ensuite,
j'aurai deux sphères correspondant à une zone où la fonction d'onde va être négative, et puis enfin, deux sphères où la fonction d'onde va être réelle positive, supérieure à la valeur de eta. Donc maintenant, l'orbital correspondant à cet état 3s, ben, ça ressemble à ça. Vous avez une petite coquille à l'intérieur de laquelle vous pouvez trouver la particule. Ensuite, vous pouvez trouver la particule entre ces deux sphères rouges ici, et puis entre les deux sphères bleues qui sont là. Donc en fait, vous avez une chance sur deux de trouver votre particule dans l'une des trois zones que je viens de décrire. Et puis une chance sur deux, évidemment, de la trouver n'importe où ailleurs. Et ce qu'on sait, évidemment, c'est que la fonction d'onde va s'annuler entre la zone en bleu et la zone en rouge, puisqu'elle change de signe, et puis elle va s'annuler entre la zone en rouge et la zone en bleu. Donc voilà la fonction, l'orbital atomique 3s, et puis l'orbital 2s, hein, c'est la même chose, sauf qu'on a, cette fois-ci, on a seulement 3 points d'intersection et donc 3 sphères. Donc voilà les états 1s, 2s, 3s. Bien, maintenant, on va passer à n égale 2. Alors, enfin, l'état 2s, on l'a déjà vu. Donc, on va regarder les états 2p, correspondant à L égale 1. Donc, dans ce cas-là, on a une fonction d'onde qui va s'écrire psi2, 1, m. Donc, il n'y a plus que m qui est un paramètre libre, qui pourra prendre 3 valeurs possibles, moins 1, 0 et 1. Et puis, on a une fonction d'onde, donc la fonction d'onde R21 de R, multipliée par y1m de θ phi, donc des harmoniques sphériques que vous avez à nouveau calculées donc, la semaine dernière en petite classe. Oui, juste une remarque, le nombre quantique radial ici n', qui vaut n moins L moins 1, comme L est égal à 1 et que n est égal à 2, il vaut 0. Et donc la fonction d'onde radiale ici ne va pas s'annuler. C'est une fonction qui, dans l'intervalle ouvert 0, l'infini, ne va pas s'annuler, elle ne va pas changer de signe. Donc toute la dépendance finalement va provenir de la forme des harmoniques sphériques hein, que j'ai rappelé ici. Si je commence par le cas m égale à 0, donc on a une harmonique sphérique qui est en cosinus θ. Il n'y a pas de dépendance en phi, hein, puisque la dépendance en phi, je vous rappelle, c'est exponentielle im phi. Si m est égal à 0, il n'y a pas de dépendance en phi, donc ma fonction d'onde va être réelle. Simplement, l'harmonique sphérique, un cosinus θ, elle change une fois de signe quand vous suivez un méridien du pôle nord au pôle sud, elle s'annule à l'équateur. Et donc vous allez avoir une zone ici où la fonction d'onde est positive, et puis une zone où la fonction d'onde est négative. Donc on retrouve ce qu'on a vu sur les harmoniques sphériques, mais là ce n'est pas une harmonique sphérique que je vous représente, c'est directement l'orbital associé à m égale à 0. Ensuite, pour l'état m égale 1, dans ce cas-là, vous avez une harmonique sphérique qui est en e puissance i phi et puis en sinus θ. Donc l'harmonique sphérique va être maximale dans le plan équatorial. Donc c'est ce qui vous explique que vous avez une orbitale qui ressemble maintenant à un tor. Et donc, le long d'un méridien, votre fonction d'onde ne va pas s'annuler puisque L moins m est égal à 0 dans ce cas-là. Et puis, vous avez une dépendance en phi qui est en e puissance i phi. Donc, vous avez ici ce code couleur qui fait... Déjà, on voit qu'il y a un seul tour, hein, puisque chaque couleur n'est reproduite qu'une seule fois. Et puis, ça tourne dans le même sens que le code couleur, donc ça correspond bien à m égale 1. La fonction d'onde m égale moins 1, c'est la même, simplement, les couleurs tournent dans l'autre sens, puisque vous avez une fonction qui est en e puissance moins i phi. Donc ça, c'est les fonctions propres de l'atome d'hydrogène, enfin, pour n égale 2 et L égale 1. Qui sont invariants par rotation, enfin qui sont les états propres communs de H, L2 et LZ. Les chimistes préfèrent utiliser des fonctions propres qui sont des fonctions réelles, qui vont donc pas être forcément des fonctions propres de LZ. Et en fait, on peut effectivement obtenir des fonctions réelles en prenant une autre base de cet espace à 3 dimensions. Je peux évidemment ajouter ou soustraire les deux fonctions correspondant à m égale 1 et m égale à moins 1. Et donc avec e puissance i phi et e puissance moins i phi, je vais pouvoir faire cosinus phi et sinus phi. Et donc c'est comme ça qu'on construit les orbitales qu'on appelle px, 2px et 2py, qui vont être alignées selon les axes x et y. Donc elles ont la même énergie que celle qu'on a calculée ici, simplement ce ne sont pas des états propres de LZ. Et puis l'orbital ici, m égale à 0, c'est tout simplement l'orbital 2pz. Donc c'est des choses que vous avez, j'imagine, déjà vues. Bien, donc maintenant on va passer à plus difficile. Donc là je vous laisse faire. Donc, vous avez donc une orbitale plus compliquée. Il faut deviner quelles sont les valeurs de n, de L et de m. Donc, ça va être un peu comme les harmoniques sphériques. Hein, je vous rappelle qu'il vaut mieux commencer par déterminer m à partir de la dépendance en phi. Une fois que vous connaissez m, vous pouvez déterminer L en regardant le nombre de nœuds le long d'un méridien. Et puis après, vous pouvez en déduire n.
Bien, encore 10 secondes. Bien. Voilà les résultats. Alors, donc on commence par M. Si je regarde ici M, bah vous voyez que clairement on a un seul tour, hein, chaque couleur. Enfin, là évidemment la fonction l'orbital est écorchée, donc vous n'avez que 3/4 de tour, mais on a effectivement 3/4 de tour du rouge, hein, jusqu'au bleu. On tourne dans le même sens que le code couleur de référence, donc on a M qui va être égal à 1. Donc la réponse H est effectivement la bonne réponse. Une fois qu'on connaît la valeur de M, eh bien, on va regarder combien de fois s'annule la fonction d'onde quand on va du pôle nord au pôle sud. Donc clairement, la fonction d'onde ne s'annule pas, puisqu'elle va garder un signe constant. Là, si je regarde le méridien correspondant à ce méridien-là, vous voyez que c'est tout le temps rouge. Donc vous avez une fonction d'onde qui va être tout le temps réelle et négative, donc elle ne va pas changer de signe. Donc il n'y a pas de nœud en fonction de θ. Donc ça veut dire que L moins le module de M est égal à 0. On avait trouvé que M est égal à 1, donc la réponse H. Ça veut dire que L est égal à 1, c'est-à-dire la réponse D. Donc c'est bien comme l'a trouvé la majorité. Et puis ensuite, une fois qu'on connaît L, donc L égale 1, eh bien on sait que N va être égal à N' plus 2. Donc il suffit de déterminer N', le nombre de changements de signe de la fonction d'onde en fonction de R. Donc là, vous prenez un rayon ici. Si je pars du centre, là la fonction elle est réelle positive, puis réelle négative, donc elle a changé de signe une fois. Et donc ça veut dire que N' est égal à 1. Donc si N' est égal à 1, eh bien 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et donc la bonne réponse, c'est N égale 3. Donc c'est bien comme vous avez répondu pour la majorité d'entre vous. OK? Bien, donc on va recommencer pour une deuxième orbitale, pour voir si vous avez bien compris. Donc même démarche, hein, d'abord déterminer M, puis L, puis N. Ah, je vois qu'il y a un problème. Ça ne fonctionne pas, donc on va recommencer. Ça marche. Donc vous pouvez recommencer à voter, hein. La petite lumière verte n'a pas dû s'allumer la première fois. Je ne sais pas pourquoi ça marche une fois sur 3 ce machin. Il y a encore 10 secondes. Bien. Bon, bah, c'est beaucoup mieux. Donc effectivement, donc on commence par M. Ici, M est égal à moins 1. Bon, à nouveau, on voit qu'on ne fait qu'un seul tour, mais c'est dans le mauvais sens. Donc M est égal à moins 1. La fonction d'onde, en fonction de θ, elle va s'annuler une fois. Donc ça veut dire que L moins 1 est égal à 1. Donc L est égal à 2. Et puis à nouveau, en fonction de R, eh bien, on a une fonction d'onde qui ne s'annule pas. Donc si L est égal à 2 plus 1 plus 0, ça vous fait que N est égal à 3. Donc cette orbitale-là, c'est l'orbitale 3, 2 et moins 1. Voilà, donc ça vous permet d'avoir toute cette famille d'orbitales atomiques. Donc elles ne sont pas sur vos feuilles, hein, puisqu'il y a les solutions, il y en a 2 d'entre elles que vous avez reconnues. Je les mettrai sur le web. Mais donc vous voyez que ça a l'air compliqué à première vue, mais finalement vous êtes parfaitement capable de reconnaître à chaque fois les nombres quantiques N, L et M associés à ces orbitales, hein, de l'atome d'hydrogène. Et vous pouvez vous amuser aussi à essayer de reconnaître celles que vous aviez au début de l'amphi. Bien. Donc, je voudrais maintenant passer dans la dernière partie à l'évolution temporelle, puisque, comme vous le savez, H psi égale psi, ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai uniquement pour des états propres. Ces états propres sont très importants, puisque on les voit en spectroscopie. Ils jouent évidemment un rôle très important, mais il peut être aussi intéressant de s'intéresser à des états qui dépendent du temps.
C'est des choses qu'on fait de plus en plus d'ailleurs avec des lasers impulsionnels qui peuvent produire des impulsions suffisamment brèves, même à l'échelle des temps d'évolution que vous allez voir pour les atomes. Et donc, on va, dans cette dernière partie, s'intéresser à l'évolution temporelle d'un état psi de t quelconque, donc solution de l'équation de Schrödinger. Donc, on va commencer par le cas simple, hein, le cas d'un état propre. Si vous avez un état propre, donc NLM, donc avec une énergie propre En, hein, qui vaut moins EI sur N2, cette énergie, je vais l'écrire h bar oméga n pour faire apparaître directement la pulsation oméga n ou la fréquence oméga n sur 2pi. Et vous vous rappelez que si j'ai une condition initiale psi de 0 égale NLM, eh bien, psi de t sera égal tout simplement à exponentielle moins i oméga nt fois NLM. Donc ça, c'est l'action de l'opérateur d'évolution sur l'état propre NLM, puisque si c'est un état propre de H, ce sera aussi un état propre de l'opérateur d'évolution. Donc simplement le terme exponentiel moins i En sur H bar fois t que vous avez ici. Donc ça veut dire que la fonction correspondante, donc là, bon, j'ai réécrit la fonction propre, hein, associée aux quêtes NLM, hein, donc celle que vous connaissez bien maintenant. Et la fonction correspondante en fonction du temps, il suffit de multiplier par exponentielle moins i oméga nt. Donc ça veut simplement dire que la phase de votre fonction va évoluer de cette manière-là, exponentielle i fois m phi moins oméga nt. Alors, deux remarques. D'abord, évidemment, le carré du module de psi va être indépendant du temps. Ça, on le savait déjà, hein, parce que c'est un état stationnaire. Donc, toutes les grandeurs physiques vont être indépendantes du temps, puisqu'on est dans un état stationnaire. Il n'y a que la phase qui va évoluer au cours du temps. Et puis, deuxième chose, si m est différent de 0, eh bien, il sera intéressant de mettre m en facteur. Donc, je vais prendre le m qui est là et je le mets en facteur. Et vous voyez que ce facteur de phase, il s'écrit exponentielle im fois phi moins oméga n divisé par m fois t. Et donc, finalement, ce qui va se passer, si vous comparez cette expression avec la fonction de t égale à 0, ce qui va se passer, c'est simplement que phi va évoluer au cours du temps. Donc, vous avez tout simplement une fonction d'onde qui va s'écrire sous la forme psi de r, θ, phi moins oméga n sur mt et 0. Donc, c'est la fonction d'onde initiale que vous allez faire tourner autour de l'axe z. Donc, la fonction d'onde va tourner à une fréquence oméga n sur m. Donc c'est la fonction d'onde qui tourne. Il n'y a pas de mouvement, évidemment. Encore une fois, n'importe quelle grandeur physique restera stationnaire, mais à cause de l'évolution de la phase, vous allez voir que la fonction d'onde va tourner au cours du temps. Donc on va le voir tout de suite. Si je prends un état 2P, hein, l'état 2P associé à m égale 1, eh bien, on avait vu que c'était ce tore. Et bien maintenant, en fonction du temps, vous avez le temps qui défile ici, alors à une échelle de temps extrêmement réduite. Hein, vous voyez que l'échelle de temps dans cet atome d'hydrogène, ça va être la femtoseconde, 10 puissance moins 15 secondes. Et bien tout simplement, votre fonction propre, elle va tourner sur elle-même en fonction du temps. Alors elle tourne dans le sens indirect, hein, puisque la fréquence oméga 2 à laquelle votre fonction va tourner, donc ici la fréquence de rotation c'est oméga 2 divisé par 1, donc c'est oméga 2. Oméga 2 est négatif, donc vous tournez dans le sens indirect, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Bien, mais à nouveau, si vous faites une mesure physique, elle ne dépendra pas du temps. Alors maintenant, je vais vous poser une question où je vous demande qu'est-ce qui va advenir de la superposition linéaire entre deux états. L'état 1S, que j'ai reproduit ici, et puis l'état 2P qu'on vient de voir. Donc si je superpose ces deux états, alors déjà, à quoi ressemble la superposition? Donc l'état psi de 0 qui est la somme de ces deux états. J'ai mis ici un facteur racine de 3 pour que ce soit plus joli. Donc là, vous avez une fonction qui est réelle, l'état 1s, et puis là, vous avez une fonction qui est en e puissance i-phi. Et donc, elle va être réelle positive en avant de l'écran et puis réelle négative en arrière de l'écran. Vous avez donc une interférence constructive en avant de l'écran et une interférence destructive en arrière de l'écran. Et donc, ça vous donne une espèce de haricot là, que vous avez ici, qui est uniquement sur l'avant. Cette interférence constructive va vous donner cette fonction-là. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de la densité de probabilité psi de r et de t en modulo carré?
Il y a encore 10 secondes. Bien. Voilà le résultat. Donc c'est. Alors c'est pas parce que vous êtes d'accord avec la majorité que vous avez raison. Hein, mais bon, en l'occurrence, si. Donc c'est mieux d'avoir raison que de penser comme tout le monde. Mais bon. Donc là, en l'occurrence, vous avez effectivement raison pour la majorité d'entre vous. Alors on a effectivement une rotation de cet état hein, à la fréquence. C'est pas ce que je voulais faire. Si, c'est ce que je voulais faire. Et donc, je vais vous montrer pourquoi en complétant le transparent que vous avez ici. Donc, on a... Donc on va partir ici d'un état initial hein, qui est une superposition de deux états, l'état 1S et puis l'état 2P m égale à 1. Et puis on va regarder donc l'évolution de la fonction d'onde, enfin du ket psi de t au cours du temps. Donc le calcul est assez simple à faire, mais donc je préfère quand même le refaire. Donc notamment pour ceux d'entre vous qui n'ont pas bien répondu. Donc je vais mettre évidemment le facteur 1,5 devant. Ensuite, l'état 1S, eh bien, c'est un état qui va évoluer à la fréquence oméga 1, donc j'ai exponentielle moins i oméga 1t, donc 1, 0, 0, donc l'état 1S, et puis l'état 2p, lui, il va évoluer à la fréquence oméga 2, donc j'aurai plus racine de 3 fois exponentielle moins i oméga 2t, 2, 1, 1. Donc vous voyez déjà qu'on va avoir une dépendance, en temps. Hein. Pour ceux qui ont répondu que c'était stationnaire, on va avoir une dépendance en temps parce que on a superposé deux états stationnaires. Donc chacun de ces états est stationnaire, mais quand vous faites la somme des deux, vous allez avoir un état non stationnaire parce qu'ils n'ont pas la même énergie. Parce que ici, vous n'avez pas la même valeur de l'énergie oméga 1 et oméga 2. Évidemment, si on superpose deux états stationnaires qui ont la même énergie, hein, eh bien, vous allez avoir un état stationnaire, ça restera un état propre, mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, on a deux fréquences différentes qui vont intervenir. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça tourne à oméga 2 moins oméga 1 et pas uniquement à oméga 2, puisque a priori, celui-là, c'est juste une boule qui va pas tourner. On peut s'en rendre compte simplement en mettant ce terme ici en facteur. Donc j'aurai 1 demi de exponentielle moins i oméga 1t multiplié par 1 l'état 1s, 1, 0, 0, plus, toujours racine de 3. Mais maintenant, je vais avoir exponentielle moins i oméga 2t fois exponentielle plus i oméga 1t. Et ça, je vais l'écrire exponentielle moins i oméga 2 1t. Donc oméga 2 1, ce sera tout simplement oméga 2 moins oméga 1. Ça correspond en fait à une transition entre ces deux états. Là, vous avez l'énergie H bar oméga 2 1, la différence entre le niveau n égale 2 et le niveau n égale 1. Bien, donc voilà l'expression de la fonction d'onde. Il y a un facteur de phase ici, mais ce facteur de phase, il n'aura pas de conséquences, parce que quand je vais calculer la densité de probabilité, eh bien, il va complètement disparaître. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous représenter, à partir de l'expression ici de votre état superposition, je vais représenter la fonction qui va maintenant dépendre du temps. Donc si j'écris la fonction d'onde associée à cette superposition de deux quêtes, vous aurez toujours le facteur exponentielle moins i oméga 1t en devant, donc je le mets là, exponentielle moins i oméga 1t. Et puis vous avez simplement
une phase moins oméga 2 1 t qui va s'ajouter à la phase que vous avez déjà ici. Donc finalement, vous avez phi moins oméga 2 1 t. Donc voilà à quoi ressemble la fonction d'onde. Et si maintenant je calcule la densité de probabilité de présence, ouais, donc la question portait sur l'évolution de la densité de probabilité de présence, donc la fonction psi de r, θ, phi et t en module au carré. Donc il faudrait calculer le carré du module de cette fonction. Donc on va pas le faire, c'est pas nécessaire, parce qu'on voit tout de suite que cette fonction, le carré du module de cette fonction, d'abord évidemment, le carré du module de puissance moins i oméga 1 t va disparaître, et je vais avoir une fonction qui va dépendre de r, de θ, et puis elle va dépendre directement de phi moins oméga 2 1 t. Donc je sais que c'est une fonction, si vous voulez, elle ne va pas dépendre indépendamment de phi et de t, elle va dépendre directement de r, θ et phi moins oméga 2 1 t. Alors, la fonction, cette fonction ici, f de r, θ, phi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le haricot que vous avez ici. C'est la fonction à l'instant t égale à 0. Si je fais t égale à 0, ici, j'ai la fonction f de r, θ, phi. Donc ce qui va se passer, c'est que cette superposition entre vos deux fonctions va tout simplement tourner, va tourner autour de l'axe z à la fréquence oméga 2 1. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Voilà ce qui va se passer quand vous laissez évoluer le système. Vous avez une fonction qui maintenant tourne dans le sens, elle tourne dans le sens direct, parce que oméga 2 1 est positif. Et ça résulte simplement de l'évolution des interférences entre mes deux fonctions. Donc celle-là tourne à oméga 2, l'autre elle ne tourne pas, mais sa phase évolue. L'état 1s, sa phase va évoluer 4 fois plus vite que la fonction 2p. Et comme sa phase évolue, le point où l'interférence est constructive, il va tourner à une fréquence qui n'est pas oméga 2, mais qui est oméga 2. Voilà, donc là vous voyez que finalement on commence à revenir au modèle de Bohr. On a un électron qui tourne autour du proton, on a ce mouvement de rotation. Simplement, évidemment, on a une très grande incertitude sur la position de l'électron. L'incertitude sur la position de l'électron est aussi grande que la dimension de l'orbite. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de voir si on peut essayer de retrouver ce modèle planétaire de Jean Perrin, d'un électron qui tourne autour du proton. S'il vous plaît. Alors c'est un problème qui s'était posé également Schrödinger dans un article sur la transition entre la micro et la macro-mécanique. Alors il avait montré en particulier que pour l'oscillateur harmonique, c'est vrai qu'on peut retrouver exactement les mouvements classiques, et en particulier avec des grandes valeurs de n. Donc la question c'est est-ce qu'on peut construire des paquets d'ondes, comme ce que vous avez vu à une dimension l'an dernier, est-ce qu'on peut construire des paquets d'ondes qui vont se déplacer le long d'orbites de Kepler, le long d'ellipses, de la même manière qu'en mécanique classique. Donc c'est ce problème qu'on va regarder dans la suite. Alors pour ça on va utiliser ce qu'on appelle les états de Rydberg circulaires. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est qu'un état de Rydberg circulaire. Bon, d'abord je pars de mon état 2p, m égale 1, le même que tout à l'heure, mais je vais le regarder de très loin. Parce que si je veux faire un électron planétaire, il y a intérêt à ce qu'il tourne évidemment loin du proton, à un endroit où j'aurai beaucoup de niveaux d'énergie pour faire des superpositions et des paquets d'ondes. Donc je vais regarder ça de très loin, et je vais m'intéresser à des valeurs plus grandes de n. Donc là, je ne suis plus à l'échelle du rayon de Bohr, je suis à une échelle de 15 nanomètres, qui correspond à une valeur de n égale à 12. Et un état de Rydberg circulaire, c'est un état pour lequel L est égal à n-1 et M est égal à L. Donc c'est des états de ce type-là, qui vont avoir donc l'apparence que vous avez ici. Alors je suis sûr que vous savez parfaitement pourquoi ça a cet aspect-là. D'abord, on est dans une situation où L-M est égal à 0, donc la fonction d'onde ne s'annule pas le long d'un méridien en fonction de θ. Ensuite, elle est en sinus θ à la puissance L, et comme θ va être très grand, la fonction d'onde va être localisée au niveau où sinus θ est proche de 1, c'est-à-dire au niveau de l'équateur. Donc c'est déjà pour ça que vous avez cette fonction d'onde qui est localisée au niveau de l'équateur. Ensuite, comme L est grand, vous allez avoir une barrière centrifuge très importante, et donc c'est ça qui vous repousse votre fonction d'onde sur la périphérie. Et
Et enfin, elle ne s'annule pas en fonction de R, hein, puisque le nombre quantique radial n' vaut 0 dans ce cas-là. Et donc vous avez une fonction qui ne s'annule pas en fonction de R. Donc vous avez une espèce de bouée. Et quant à la couleur de cette bouée, eh bien c'est tout simplement la dépendance en E puissance im phi. Hein, vous allez avoir, hein, comme m est égal à 11 dans ce cas, vous allez avoir 11 périodes de votre fonction, hein, le long de cet atome de Rydberg, de cet état de Rydberg circulaire. Alors, donc on a finalement une orbitale qui va être localisée le long de l'orbite circulaire classique. Si on regarde le moment cinétique, il vaut mh bar, et donc il vaut n-1 h bar. C'est presque ce qu'on avait dans le modèle de Bohr. Dans le modèle de Bohr, dans le modèle classique, on avait un moment cinétique qui était égal à nh bar. C'est presque ça, puisque comme m est égal à n-1, eh bien, vous avez un défaut de moment cinétique de h bar. Bon, c'est pas très surprenant à cause du fait que votre système est quantique. Hein, il vous manque h bar. Hein, c'est comme dans l'oscillateur harmonique, vous avez 1,5 de h bar oméga en plus du modèle classique. Hein, vous avez donc un défaut de moment cinétique de h bar. Donc le modèle de Bohr, il est inexact. Il prévoit correctement les niveaux d'énergie, mais le moment cinétique correspondant, c'est pas le bon. Et parfois, c'est pas du tout le bon. Les états de Rydberg circulaires, c'est ceux pour lesquels on s'approche le plus possible du modèle de Bohr et du modèle classique. Bien, alors ces états, ils sont importants. Hein. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir ce site web. Ça correspond aux travaux de l'équipe de Serge Haroche, qui a eu le prix Nobel de physique en 2012. Et je vous invite à venir très nombreux au séminaire de physique, hein, qui va donner ici le 27 mars prochain. Hein, c'est un événement assez exceptionnel, donc c'est le jeudi à 17 h, le 27 mars. Donc notez ça sur vos agendas, hein, pour essayer de venir l'écouter. Donc je répète, hein, c'est un événement exceptionnel que Serge Haroche a accepté de venir faire un séminaire à l'École Polytechnique. Il en avait déjà fait un il y a quelques années, mais c'était avant qu'il ait le prix Nobel. Donc il est un peu plus demandé maintenant. Bien. Alors ces états de Rydberg, qu'est-ce qu'on va en faire? S'il vous plaît. Donc là, j'ai un électron qui est localisé sur l'orbite circulaire classique, mais il est complètement délocalisé le long de cette orbite. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est localiser l'électron en un point particulier de l'orbite pour faire vraiment un électron qui tourne autour du proton. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des superpositions linéaires, on va créer des paquets. Donc je commence par superposer deux états de Rydberg, l'un qui correspond à n égale 11 et l'autre qui correspond à n égale 12. Donc ce sont les deux états, ils se ressemblent beaucoup. Il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre. Et puis, évidemment, une autre différence, c'est qu'il y en a un pour lequel m égale 10 et l'autre m égale 11. Donc si je suppose qu'ils sont ici, ils vont être ici en phase en avant de l'écran. Et si je fais varier phi de pi, eh bien, je vais avoir un déphasage qui va être de 10 fois pi pour le premier, de 11 fois pi pour le deuxième, et donc ils vont être déphasés de pi l'un par rapport à l'autre. Vous voyez qu'il y en a un qui est bleu et l'autre qui est rouge en arrière de l'écran ici. Et donc, si vous avez une interférence constructive en avant de l'écran, vous allez avoir une interférence destructive en arrière de l'écran. Et donc, vous obtenez un état qui a cette allure-là. Donc, effectivement, on commence à localiser un petit peu notre état le long de son orbite. On a une localisation azimutale du paquet d'ondes grâce à l'interférence constructive dans cette zone-là, enfin destructive dans cette zone-là et constructive dans cette zone-là. Bien, alors si on veut avoir une localisation meilleure de notre électron, c'est comme à une dimension, il faut prendre une plus grande distribution d'états. Donc ce qu'on va faire, c'est un paquet d'ondes, un paquet d'états de Rydberg circulaires, donc un état psi qui aura cette forme-là, une somme sur n de Cn fois ces états de Rydberg circulaires pour différentes valeurs de n. Ces états auront différentes valeurs de l'énergie, et puis on va voir ce qui se passe quand on augmente la valeur le nombre d'états impliqués. Donc là, ce que je fais, c'est que j'élargis la distribution de mes états. Donc vous voyez qu'avec 3 états, j'obtiens à peu près ce que j'avais tout à l'heure avec 2 états, un petit peu mieux localisés. Et puis si j'utilise un nombre d'états de plus en plus grand, eh bien évidemment, je vais pouvoir localiser mon électron le long de son orbite. Vous allez avoir une relation d'incertitude similaire à ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire que plus j'aurai une dispersion des valeurs de m, et mieux je vais pouvoir localiser mon état en fonction de phi. Voilà, donc on va partir d'un état comme ça, et puis on va voir comment il évolue au cours du temps. Donc, c'est un problème qui est assez simple à écrire. Vous allez voir que le résultat est un peu plus compliqué, mais
A priori, on sait que l'état psi de t, évidemment, il va s'écrire sous la forme de la somme sur n des Cn fois exponentielle moins i oméga nt. Hein. Chaque état de Rydberg circulaire va évoluer avec la fréquence qui lui est propre, la fréquence oméga n, qui correspond donc à l'échelle des niveaux d'énergie dans l'atome d'hydrogène, donc une échelle qui est en 1 sur n2. Alors ces niveaux d'énergie, évidemment, ils ne sont pas équidistants. Hein. L'espacement entre les niveaux va varier en fonction de n. Mais pour mieux comprendre ce qui va se passer, je vais commencer par faire l'hypothèse que les niveaux d'énergie sont selon cette échelle équidistante. Donc je prends la même valeur de delta oméga que ce qu'on a au voisinage de n égale 12. Hein. Vous voyez que pour les 3 premiers niveaux, ça va marcher. Mais évidemment, plus on s'éloigne du centre du paquet d'ondes, et moins ce sera correct. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais supposer... Voilà. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais d'abord vous montrer les résultats. Donc je vais supposer que... Enfin, calculer le résultat, s'il vous plaît. Donc je vais faire cette hypothèse que les niveaux d'énergie sont parfaitement équidistants. C'est ce qu'on appelle l'approximation harmonique. Hein. Je fais l'hypothèse que j'ai les mêmes niveaux d'énergie que dans un oscillateur harmonique. Donc finalement, mes niveaux d'énergie, je vais pouvoir les écrire, ou mes fréquences, je pourrais les écrire oméga n égale une certaine constante, grand oméga, plus n-1 fois delta oméga. C'est une variation linéaire avec n de ma fréquence. S'il vous plaît. Il reste encore 5 minutes. Alors, ce qu'on peut montrer dans ce cas-là, c'est que la fonction d'onde, donc c'est le même calcul que celui qu'on a fait tout à l'heure avec juste 2 états, sauf que là, il y en a un grand nombre. Ce qu'on peut montrer, c'est que la fonction d'onde, comme tout à l'heure, il va y avoir un facteur de phase ici devant, et puis j'aurai une fonction qui va dépendre de phi moins delta oméga t. Alors, vous pouvez l'écrire, hein, c'est vraiment le même calcul que celui qu'on a fait ensemble tout à l'heure, mais avec plus d'états, et en tirant parti du fait que les niveaux d'énergie sont équidistants. Il y a une façon assez simple de s'en rendre compte, c'est que, vous voyez, comme j'ai écrit ici l'expression de oméga n, vous voyez que ici, oméga n, finalement, c'est grand oméga plus m fois delta oméga, puisque m ici, c'est n-1. Donc oméga n, c'est grand oméga plus m fois delta oméga. Et rappelez-vous que chaque état associé à une valeur de m, eh bien, il va tourner sur lui-même à une fréquence qui est oméga n divisé par m. Et donc, quand je vais diviser ça par m, eh bien, vous allez avoir simplement que chaque état tourne sur lui-même à la fréquence delta oméga. Donc, chaque fonction d'onde va tourner sur elle-même à la même fréquence parce que les niveaux d'énergie sont équidistants, et donc vous aurez ce résultat. Mais bon, je vous encourage à faire le calcul, hein, c'est vraiment pas compliqué, et donc vous avez ce qu'on a ici, c'est-à-dire que votre électron va tourner autour du proton, donc exactement comme une particule classique. La phase, elle, va tourner en sens contraire, hein, à cause du facteur ici, à cause du facteur moins i oméga t, donc c'est pour ça que vous avez un défilement de la phase à l'intérieur de l'enveloppe. Hein, c'est la même distinction qu'entre vitesse de phase et vitesse de groupe, c'est des choses que vous connaissez sans doute. Mais donc voilà, on a tout simplement un mouvement classique d'un électron. Le seul prix à payer pour la mécanique quantique, c'est qu'on a une certaine incertitude sur la position de l'électron. Donc ça, c'est une approximation. C'est l'approximation harmonique. En réalité, les choses ne vont pas se passer comme ça. Donc oui, donc dans le cas n égale 12, hein, vous avez une période de révolution de 260 femtosecondes. En réalité, les choses ne vont pas se passer comme ça parce que les niveaux d'énergie ne sont pas équidistants. Et ce qui va se passer, c'est ça. Donc c'est assez différent. Vous allez avoir, donc au début c'est la même chose, mais assez rapidement, vous avez un étalement de votre paquet d'ondes. Vous retrouvez ce que vous avez à une dimension. Et c'est assez facile de comprendre pourquoi on va avoir un étalement du paquet d'ondes. Ce qui se passe, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Merci. Donc là, vous avez un paquet d'ondes qui est une superposition linéaire de tous ces états. Et vous voyez que ce qu'on avait vu, c'était que la fréquence de rotation du paquet d'ondes autour du proton, c'était finalement lié à l'espacement delta oméga entre les niveaux. Et là, vous voyez que dans la partie du paquet d'ondes de basse énergie, ici, vous avez une valeur de delta oméga plus grande que la partie du paquet d'ondes ici où vous avez une grande énergie.
Et donc, évidemment, cette partie-là du paquet d'onde, elle va prendre de l'avance parce qu'elle a une valeur delta oméga plus grande, donc elle va tourner plus vite, et celle-là va prendre du retard. Et donc, vous aurez l'étalement du paquet d'onde qu'on observe. Ça correspond bien à ce qu'on observe, puisque ce que vous voyez ici, si je vais essayer de... Voilà. C'est ça que je voulais faire. Ce que vous voyez, c'est que le paquet d'onde rejoint, la partie la plus rapide rejoint le paquet d'onde par l'intérieur. C'est-à-dire que c'est les états qui sont là, enfin la partie du paquet d'onde qui est là, ça correspond effectivement aux petites valeurs de n qui correspondent à des états de Rydberg qui sont plus proches du centre, alors que la partie périphérique, pour les plus grandes valeurs de n, est ici et a tourné moins vite. Donc là, vous avez la partie la plus rapide du paquet d'onde qui a rattrapé la partie la plus lente, qui est sur la partie extérieure de votre fonction d'onde. Donc c'est finalement exactement la même chose que ce que vous connaissez à une dimension. Quand vous faites un paquet d'onde à une dimension, eh bien vous avez, pour pouvoir localiser votre fonction d'onde, vous avez été obligé de superposer des états associés à des valeurs de l'impulsion différentes, et puis les grandes valeurs de l'impulsion vont aller plus vite que les petites valeurs de l'impulsion. Là, c'est la même chose. Vous avez un étalement du paquet d'onde qui provient de cette dispersion en fait, du moment cinétique à l'intérieur de votre paquet d'onde. Alors, si maintenant on regarde l'évolution ultérieure, vous avez une dynamique quantique qui est assez compliquée, qui correspond simplement à la position de ces niveaux d'énergie, à la forme de chacune des fonctions d'onde. Mais évidemment, à la différence du paquet d'onde à 1D, vous restez confiné dans l'intervalle 0,2π. Simplement, ce qu'on peut montrer, c'est qu'en raison du fait que vous avez ici un ensemble dénombrable de niveaux, et en fait, on peut faire une approximation presque linéaire de la variation de delta oméga avec l'énergie, vous allez avoir ce qu'on appelle une résurgence quantique au bout d'un temps qui, si je me souviens bien, est de l'ordre de 2 picosecondes dans ce cas-là, donc on devrait bientôt le voir, voilà. Donc là, vous avez pas exactement reconstitué le paquet d'onde initial, mais enfin, il s'est un petit peu relocalisé sur son orbite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des résurgences partielles, des résurgences quantiques. En anglais, on dit revival, donc vous allez revenir à un état initial. Et ce type d'évolution d'un électron, on peut commencer à l'observer puisqu'on a des systèmes laser qui ont les résolutions suffisantes. Voilà, bien avant de vous laisser partir, je voudrais juste donc remercier les élèves du PSC, donc les élèves de X 2007, du PSC qui s'appelait Physics, qui ont développé donc un site web que vous pouvez aller voir. Et je remercie notamment Jean-Christophe Dornstetter parmi eux. Je vous remercie.